Donc en gros, il a quand même été en couple avec genre environ 15% du personnel féminin, tu vois. Alors, Et ça plus, dépend. je pense. C'est quoi mon crime? Mon crime, c'est de trop aimer, quoi. J'ai trop d'amour à donner. C'est un peu sa défense, quoi. Ce qui m'a quand même buté. Ouais. Dans cet épisode du Trilliard, je retrouve des nouvelles d'un gars que j'admirais aux alentours de 2014 quand j'ai commencé dans le business et je découvre qu'il est ruiné à 45 ans. Et Paul va nous donner les conseils de management que vous ne trouverez pas sur LinkedIn. On va commencer par mon idole de jadis. Paul, est-ce que tu étais familier avec un Australien du nom de Dan Norris? Ouais, tout à fait, exactement comme toi au même moment. C'était un peu un de ceux qui avait créé un vrai business au sein du DC Diamond Circle et qui était souvent, il était à quasiment toutes les conférences, il était présenté comme exemple de façon générale. Ouais. C'était une des premières success stories de cette communauté entrepreneurs, nomades digitaux, etc. aux alentours de 2013-2014. Il avait créé, il avait un bon storytelling où il avait lancé plein de boîtes qui avaient échoué. Finalement, il avait trouvé la bonne formule. Il avait lancé un service productisé de maintenance WordPress qui s'appelait WP Curve à une époque où les sites de tout le monde étaient sur WordPress. Donc, ce qu'il faisait, c'est que tu avais un abonnement mensuel. Mettons, tu payais $100 et lui, il avait sous-traité la maintenance à toute une équipe. Et donc, du coup, tu avais un abonnement mensuel, un flat fee pour avoir toute ta maintenance WordPress. Et c'était une offre qui était à l'époque très, très novatrice, puisqu'à l'époque, généralement, dès que tu avais un truc qui pétait sur ton site WordPress, bah, tu allais chercher un freelance à droite à gauche. Lui, il avait donc une offre qui était juste meilleure, qu'il avait réussi à scaler, notamment probablement avec aussi des meilleures marges, parce que tu n'as pas un problème tous les mois, mais tu continues à payer ton abonnement juste au cas où. Et c'était une belle success story qu'il avait réussi à revendre pour plusieurs millions à GoDaddy, un énorme hébergeur. Donc, tu imagines que si GoDaddy rachète un business, voilà, il ne le paye pas $500 000, quoi. Il avait bien vendu. Et lui, en parallèle, c'était un blogueur très actif. Il passait dans pas mal de podcasts. Il était souvent interviewé dans les conférences. Et il avait écrit plusieurs livres, notamment un qui s'appelait le 7-Day Startup, qui était un peu un précurseur de cette idée de pouvoir lancer rapidement. D'ailleurs, en écrivant ça, je me suis rendu compte que Noah Kagan, un autre gars que je suis depuis très longtemps, a maintenant un truc qui s'appelle Startup Weekend. Donc, on est un peu toujours dans la même veine de comment lancer ta boîte rapidement, ce qui était, je pense, des bonnes idées. Et après avoir revendu son business de maintenance WordPress, il décide de lancer un projet qui n'a rien à voir. Il lance une brasserie artisanale en Australie en disant « Ok, les Australiens, ils picolent. Je vais créer une marque très forte. » Il lance un truc qui s'appelle Black Hops. Donc, c'est un jeu de mots entre Black Hops et Hops, le houblon. Et ça a l'air de bien cartonner. Ils font des crowdfunding à plusieurs millions de dollars. Ils deviennent la marque de bière artisanale la plus populaire en Australie. Ils montent à 16 millions de chiffre d'affaires. Donc, tu as noté que c'est 16 millions australiens. Donc c'est... Est-ce que tu sais si c'est la plus populaire? Parce qu'il le répète partout, mais il dit most loved. Donc, j'ai l'impression que c'est la plus appréciée, ce qui est quand même un truc assez flou. Est-ce que j'ai du mal à croire qu'avec aussi peu de chiffre d'affaires, ils étaient vraiment au top? Je pense qu'ils étaient votés dans le classement du magazine des amateurs de bière artisanale. C'était pas la plus grosse marque de bière du pays. C'était celle qui était la plus appréciée de certains. Mais en gros, ils avaient trouvé une niche. Ils avaient réussi à faire du volume. Ils avaient un beau branding. Ils avaient réussi à faire des partenariats avec Call of Duty pour faire la bière Call of Duty qui avait bien marché. Lever pas mal d'argent. Valorisation du business atteint 65 millions de dollars. À partir du moment où le mec il part dans la bière, ce qui correspond à environ 30-35 millions d'euros. Exactement. Ouais. C'est faible le Canadian dollar. T'as Canadian dollar, t'as Australian dollar et t'as US dollar. C'est trois niveaux différents de. Et si tu veux avoir un business plus gros, tu dis juste que tes revenus en Australian dollar, c'est un bon mécanisme. Moi, je compte que en Hong Kong dollar, mec. Hong Kong dollar, tu multiplies par 10 chaque fois. Du génie. Donc, le mec part dans la brasserie. Bon, il est plus trop actif dans le milieu business en ligne, normal, tu vois. Il a monté une brasserie en Australie. Je le perds de vue, j'entends plus parler de lui. Récemment, je tombe sur, en random, un podcast où il est interviewé. Et je me dis, ah tiens, je me demande ce qui s'est passé avec lui. Je vais aller voir son site et tout. Et sur son site, que des articles où il explique qu'il a tout perdu, qu'il s'est effondré, qu'aujourd'hui il est ruiné à 45 ans, il est déprimé, la banque lui a pris sa maison. Choquant, tu vois. Un gars où tu disais, ok, c'est un mec qui a réussi et tout, c'est cool. Tu n'avais plus trop entendu parler de lui et tu t'aperçois que tout s'est écroulé. Alors, tu te dis, au pire, il fait plus rien, quoi. Soit il a encore plus de succès, soit il fait plus rien, mais tu t'imagines pas qu'il y a une dégringolade pareille. Exactement, tu dis, bah voilà, c'est. Je sais pas, c'est des gens que tu as admirés, tu dis, ok, ils ont tout compris, voilà, ils ont tout compris, c'est bien, je vais faire un peu comme eux, toi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a
je vais parler de trois mouvements différents. Donc, le premier, c'est clairement des erreurs financières. Donc, je pense qu'il y a le problème de passer d'un business de maintenance de site web qui est assez simple avec aucun capex, donc il n'y a pas de capital à dépenser. À là, tout d'un coup, il doit ouvrir, il doit acheter des machines pour faire sa bière, il doit recruter du monde. Il y a beaucoup plus de dépenses, il y a beaucoup moins de marge, etc. Donc, il part sur un business model qui est différent. Il dit lui-même qu'il n'était peut-être pas suffisamment strict sur les coûts. Et surtout, il a une bonne croissance. Il se dit, OK, c'est bien, on va scaler. Il lève de l'argent en tant qu'equity avec des investisseurs, mais il prend aussi de la dette pour financer la croissance et pour ouvrir une nouvelle usine essentiellement pour pouvoir produire plus. Le problème, c'est que cette dette, il la garantit personnellement. Il signe une garantie de 2 millions de dollars australiens. Comme nous le dirait Paul, ça représente environ 1 million d'euros. Ça, c'est une chose. Il se passe une deuxième chose en interne. C'est que apparemment, Dan Norris, en 6 ans d'avoir travaillé sur cette boîte et en étant PDG de la boîte, a eu 3 relations avec des employés. Il nous explique que c'était 3 relations longue durée. 4. T'as pas vu, dans notre blog, il en parle. Il y a le 4e, c'est juste a fling. Donc, il y a le C'est 4e, mais c'est pas un truc sérieux. Il la compte pas, c'était pas sérieux, je l'ai arrêté vite fait et tout. Donc il aurait Et je fais le calcul parce que dans le article de blog, il dit qu'en gros, il y avait 25% de staff qui était féminin dans la brasserie, ce qui est beaucoup plus que les autres brasseries. Toi, il était fier. Donc 60 employés, 25%, donc 15 femmes. 80 employés. Donc en gros, il a quand même été en couple avec genre environ 15% du personnel féminin, tu vois. Alors, et sa défense, t'as vu sa défense où il dit, en gros, en gros c'est un peu c'est quoi mon crime? Mon crime, c'est de trop aimer, quoi. J'ai trop d'amour à donner. C'est un peu sa défense, quoi. Ce qui m'a quand même buté. Ouais. Donc voilà, en quoi c'est un problème, tu vois, en quoi ça te ruine de faire ça? Bon, bah, il y a le problème, c'est que, en gros, toutes ses ex sont encore dans l'entreprise. Il dit lui-même, bon, il n'y a pas eu un gap énorme entre la deuxième et la troisième. Donc, potentiellement un peu de recouvrement. L'ex de sa nouvelle copine est aussi dans la boîte. Donc, je sais pas ce qui se passe en Australie. Il faut qu'ils installent Tinder, les gens, parce que du coup, c'est un peu le bordel. Il y a beaucoup, t'imagines un peu le truc de jalousie, etc. Donc, en gros, il y a un peu une partie de ses employés qui se tournent contre lui et qui commencent à faire des complaintes et qui essayent de le descendre. Son cofondateur vient et fait, écoute, mec, là, il y a un problème. Je pense qu'il faut qu'on puisse assainir la situation. On va faire une enquête dans ton comportement. Et au départ, Dan Norris essaye de dire, oh, on va demander à un investisseur de le faire et il va dire que tout va bien, etc. Et finalement, l'autre, il fait, non, il faut que ce soit un mec impartial. On va payer 15 000 $ pour avoir un consultant qui va venir et faire une enquête. Premier problème, là où ils ont déjà pas mal de difficultés financières, c'est que, en gros, à partir de ce moment-là, Dan Norris, il est un peu PDG entre parenthèses, quoi. Il n'a plus vraiment l'autorité de prendre les décisions en attendant que la décision tombe. Mais ça va prendre quelque chose comme 9 mois d'avoir l'enquête du mec. Donc pendant 9 mois, essentiellement, il n'y a plus de capitaine à la barre d'une boîte qui a beaucoup de dettes, qui a potentiellement des problèmes de coûts, qui a des problèmes financiers. Il n'y a plus de capitaine à la barre et donc, lui, il n'a plus trop d'autorité. Il paye 15 000 $ le gars. Et en plus, du coup, c'est un gars qui, pendant des mois, a fouiné dans les équipes, leur envoyé des questionnaires en demandant comment est-ce que votre CEO, c'est vraiment une sale merde. Et répondait par... et donc, ça crée forcément... t'as une boîte qui est déjà en train de couler, qui fonctionne mal. Tu rajoutes ça par-dessus, il y a zéro chance que ce soit un net positif à la fin, quoi. Ouais. Donc finalement, le rapport est présenté, on lui dit qu'il a fait des trucs pas clean, etc. Et il plie un peu sous la pression. Il dit, bon, bah ok, d'accord, je vais démissionner, etc. Je démissionne. Donc il passe les rênes à qui? Il a un cofondateur que lui-même, il présente comme un mec pas capable de gérer la boîte. Mais il passe les rênes à ce mec. Plus, il a mis un autre mec dans son board qui est un espèce de comptable, machin, mais qui n'est pas très impliqué et qui n'est peut-être pas ultra clean. Et finalement, ils vont, eux, recruter un nouveau CEO. Mais en gros, il n'y a personne d'autre vraiment pour porter la boîte et pour assumer les conséquences. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il part et il se retrouve sans rien. Bon, il a toujours ses parts dans la boîte. Le problème, c'est que la boîte, essentiellement, est mise sous administration judiciaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, ils n'ont plus l'argent pour payer leurs dettes. Ils ont accumulé plus de 7 millions de dollars australiens, toujours, de dettes. Ils vont la liquider à une autre entreprise pour seulement 3,2 millions de dollars. Donc, déjà, première chose, ils ont vendu l'entreprise pour moins que la valeur des dettes. Évidemment, la banque a le premier recours. Donc, toutes les personnes qui possèdent de l'equity de la boîte tombent à zéro. Dan Norris explique que son equity, elle valait plus de 10 millions de dollars, encore une fois australien. Son equity passe à zéro. Pire, il a signé un recours. On remarque qu'entre 7 et 3, il y a plus de 2 millions de dollars. Donc, la banque va le chercher pour les 2 millions de dollars. Il perd sa maison, sa voiture, il perd tout. Et après, il avait ce côté où lui, il avait fait un peu le marketing directement sur son identité. Donc, il est un peu
il est un peu ridiculisé et en plus, il a perdu tout son argent. Et donc maintenant, voilà, il écrit, il vient de sortir un livre où il raconte cette histoire, il écrit des articles sur son blog, il essaie de relancer des projets et tout. Mais il explique, voilà, j'ai 45 ans, en fait, tout ce que j'ai construit sur les 10 dernières années, j'ai perdu. Et en plus, même l'argent qu'il avait eu en vendant sa première boîte, il l'avait mis dans la brasserie pour la démarrer. Parce qu'évidemment, ça coûte cher de lancer une brasserie. Donc, en lisant cette histoire, moi, honnêtement, ça m'a... Je trouve ça un peu un choc de découvrir ça sur quelqu'un que tu suivais à l'époque. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, ok, quelles leçons est-ce qu'on peut en apprendre? Et je pense que j'en tire, moi, 3 leçons. La première, elle est assez évidente, mais c'est sur la gestion financière et les risques qu'il a pris. Le moment où tu signes une dette à recours personnel, c'est vraiment une énorme ligne où tu te dis, ok, je suis en train de mettre en jeu voilà, tout ce que j'ai, quoi. Et lui, j'ai l'impression qu'il l'a fait avec l'idée qu'en gros, que le matériel qu'il a et l'equity de la boîte, s'il y a 0 chance qu'elle serait en dessous de la valeur de la dette, donc en fait, il n'y avait pas de risque, tu vois. Ce qui est un truc, faut pas, s'il n'y a pas de risque, dans ce cas, prends pas de garantie personnelle, quoi. Et justement, tu vois, c'est ça. Donc, il dit plus tard, j'ai signé une garantie personnelle en pensant que de toute manière, les actifs de la boîte couvrent largement la dette. Donc, au pire, la banque va prendre les actifs de la boîte et je suis Et safe. c'est bon, quoi. Mais réfléchis, si c'était le cas, la banque, elle ne te demanderait pas une garantie personnelle. Donc là, clairement, il se voile un peu la face. En fait, je pense, sur une période où ça allait bien, il voulait lever de l'argent. Deuxième problème, s'entourer des mauvaises personnes. Donc lui, il le raconte d'une manière, en gros, tout le monde m'a un peu planté, on m'a abandonné, on m'a pas défendu, etc. Ce qui est, je pense, vrai. Mais il y a un problème quand tu t'entoures de personnes qui sont pas capables de gérer la boîte. Il y a un exemple. À un moment donné, il explique le moment où il se fait virer du board. Et il dit, ok, on devait avoir une réunion. Et ils me disent, ok, il n'y a pas de réunion, à la place, on va s'appeler sur Zoom. Et il est en mode, mais pourquoi on le fait sur Zoom et tout, c'est bizarre. Donc, il se connecte sur Zoom. Et sur Zoom, il y a 3 personnes. Il y a le nouveau CEO qui vient d'être recruté depuis une semaine, son associé / pote de 20 ans qui était à son mariage et tout, qui est là, et un 3e mec du board, etc. Et apparemment, les 2 personnes que lui connaît depuis longtemps, dont son pote depuis 20 ans, ne disent rien dans l'appel et il se fait virer par le nouveau CEO. Est-ce que ça te dit ces deux choses ? Ils ont dit au CEO de le faire, quoi. Donc, clairement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont pas osé. Ils lui ont dit de le faire. Mais en gros, tu vois, tu vois 2 choses. Le premier truc, c'est qu'effectivement, les mecs, ils sont un peu lâches, tu vois, de dire, ok, mec nouveau, vas-y, vire-le parce qu'on n'ose pas lui dire. Mais de l'autre côté, tu te dis, voilà, il y avait un problème de mettre ton destin en main de personnes qui sont même pas capables de te virer directement. Et donc, ce qui fait en fait que lui, il part. Et je pense que la situation financière était déjà mauvaise quand il était là, mais qu'il avait potentiellement le leadership de pouvoir faire des choses. Et il se retrouve avec des gens qui sont là et disent, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont juste, ils maintiennent le truc, mais on va toujours dans le mur, mais personne n'ose faire quoi que ce soit. Parce que, en fait, il faut prendre des décisions difficiles. Potentiellement, il faut diminuer les salaires de certaines personnes. Il faut virer une partie des gens. Il faut prendre des décisions difficiles et faire des cuts pour revenir à la profitabilité. Mais en fait, il explique que le directeur financier, qui est juste un employé qui n'a pas trop d'equity, bosse de 11h à 15h alors que la boîte est en faillite. Et moi, ça fait penser un peu à ce mème, tu vois, où il y a un chien qui est en train de boire du café et sa maison est en feu. Et le dialogue, c'est « this is fine ». Il y a un problème. Pour le moment, tu ne te l'es pas encore pris dans la gueule. Et donc, du coup, c'est plus facile de l'ignorer plutôt que de le confronter. Et le 3e point, c'est vraiment par rapport à lui. Et donc ça, c'est mon interprétation par rapport à tout ce que j'ai lu de l'histoire dans ses articles. C'est qu'il ne prend pas vraiment ses responsabilités sur le truc. Par exemple, il écrit son article, comme tu le disais, mon crime, c'est d'avoir trop aimé. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il se comporte comme si c'était surprenant que ses employés voient mal sa nouvelle relation. C'est ça, avec la contraction, comme tu l'écris, il le cache, alors qu'après il dit, en fait, il n'y a rien de problématique. Ouais. Bah, soit tu le caches, soit tu penses, choisis, quoi. Exactement. Il le cache, mais après il dit, en fait, non, il n'y a rien, on était juste tombés amoureux, tu vois. C'est ok, mais bon, d'une part, il a toujours une valeur de transparente. Moi, je raconte tout à mes investisseurs, à mes clients et tout. Voilà, tu n'avais pas raconté un truc assez important à tes employés. Et je pense que, tu vois, si un gars veut avoir une relation avec un employé, je pense que ça peut arriver, etc. Mais soit tu es prêt à porter ton truc et dire, bah voilà, on est en couple, je sais que ça peut être bizarre pour certains d'entre vous, mais c'est comme ça qu'on a envie de faire. Si ça vous pose un problème, venez me parler. Si vous pensez qu'il y a du favoritisme ou quoi, venez me parler. Et voilà, mais c'est ce que je vais faire et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et désolé si ça vous plaît pas, quoi. Ou alors, soit tu le fais pas. Mais le fait de le faire, de le cacher, et après, quand on te le dit, de dire, oh, en fait, non, c'était totalement OK, c'est un problème. Je dirais que si tu es célibataire, tu as potentiellement droit à un shot, toi.
Pendant une relation, toi. Parce qu'en fait, dès que tu rajoutes une autre relation, du coup, t'as une ex qui est avec. Là, ça devient de la merde, quoi. Une fois, tu peux dire pourquoi pas, tu vois. Après, t'as une ex qui travaille, c'est pas idéal, mais elle va pas te voir sortir avec une autre personne tous les jours, tu vois. Il y a un peu de distance, donc ça va encore. Mais quand tu fais 3 voire 4, tu te mets toi-même dans la merde, ouais. Et lui, il a pas l'air de. Tu vois, et vraiment, un côté, tu vois, où je pense que c'est une zone sombre, mais lui, il a pas l'air de comprendre Non. pourquoi ça pourrait vraiment poser problème aux gens. Et que c'était forcément une chasse aux sorcières. Le deuxième point, il s'entoure de mauvaises personnes, il dit ouais, vous voyez le genre de personnes avec qui j'étais entouré, regardez ces mecs, les messages qu'ils m'envoient, leur incompétence, leur lâcheté, etc. Ce qui est vrai, mais il agit comme si ces gens, je sais pas, comme si tu étais dans un groupe en CM2, dans un projet de chimie, et on l'avait mis en groupe avec Jean-Baptiste et Marc-Antoine, tu vois. Bah non, ces gens-là, c'est ta boîte, c'est toi qui les as fait rentrer, c'est toi qui les as validés, c'est toi qui as collaboré avec eux. Tu peux pas dire, oh zut, je suis entouré de mauvaises personnes. C'est comme ta responsabilité de les valider. Et le dernier point, c'est vraiment par rapport à la banque, on en a parlé tout à l'heure, mais il a écrit un article et le titre, c'est « Judo Bank m'a piégé pour que je cède mon entreprise, entre parenthèses, valeur de 10 millions de dollars, et maintenant ils sont en train de saisir la maison de ma famille. » Et le truc, c'est que quand tu signes un prêt avec une garantie personnelle, tu peux pas dire qu'on t'a piégé. Tu vois, c'est pareil. Et après, il dit, ok, j'ai été séduit par la promesse d'une banque qui va être sympa avec les fondateurs. Mais il faut quand même pas abuser. La banque est sympa avec les fondateurs, ça ne veut pas non plus dire que ils vont essentiellement refuser de récupérer leur argent. Dans un commentaire, il écrit littéralement, c'est pas juste. Et je comprends pas en quoi c'est pas juste, en fait. Tu vois. Si tu t'es engagé à la garantie personnelle, en quoi est-ce que tu es surpris et tu trouves ça injuste qu'ils viennent vraiment chercher leur argent sur lequel que tu t'es engagé à rembourser. Il explique qu'il y a tout un fatwa, un moment où essentiellement ce qu'il essaye de faire après avoir quitté la boîte, c'est de céder ses actions à $1 pour une personne qui est toujours dans la boîte et lui être retiré de la garantie. Et il dit, ouais, du coup, on a parlé de ça, moi j'ai signé le contrat et l'autre personne derrière, il l'a jamais signé. Et donc, du coup, ouais, c'était vraiment un complot contre moi. Ils ont collaboré avec la banque pour se retourner contre moi. J'ai l'impression qu'en fait, c'était juste un mauvais deal parce que la personne qui devait signer le truc s'est aperçue que cette equity, en incluant la garantie à la banque, elle valait moins que $1 en fait. Que le risque de dette était plus élevé que ce que la boîte valait. Et donc, la personne ne voulait pas le reprendre. Et en fait, tu as essayé de refiler le bébé trop tard. Et donc, c'est un peu étrange, toi, que c'était un complot. Pas content vers une banque qui te prête de l'argent, tu rembourses pas et t'es pas content qu'ils viennent recouvrir l'argent. Toi, c'est pas. Toi, j'ai l'impression presque qu'ils confondent une banque avec des investisseurs, toi. En disant que vous avez pas de votre argent, ça arrive, toi. Non, une banque, c'est un prêt. Il y a pas de question. Ils vont tout faire pour être remboursés. Et vu que tu as de la garantie personnelle, c'est comme ça, quoi. Ouais. Là, le truc qui est dur, effectivement, c'est du coup, la boîte a fait faillite après son départ. Il est possible que si lui, il était resté, il aurait pu redresser la barre. Ça dit qu'ils ont continué à perdre des centaines de milliers de dollars chaque mois. Et donc, lui, il devait voir, putain, on est en train de se mettre en plus en fond. Et quand il est parti, peut-être qu'effectivement, la dette valait encore l'equity et c'était recouvrable. Et un an plus tard, il perd sa maison, quoi. Donc, peut-être, effectivement, il a le sentiment qu'en fait, ça, sans qu'il soit là, on lui a pris sa maison, quoi. Mais de la manière dont il explique, c'est un peu bon, parce que du coup, il n'y avait pas de procédure juridique contre lui. C'était une enquête volontaire interne sur son comportement. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que le board n'avait pas l'autorité en fait de le virer, parce qu'à l'origine, au board, il n'y avait que 2 personnes, lui et son cofondateur. Ce qui veut dire qu'en fait, ils étaient deadlocked et que si lui dit « moi je reste » et l'autre il dit « non, il faut que tu partes », en fait, l'autre n'avait pas l'autorité de le virer, ce qui était assez intéressant. Ce qui veut dire qu'il décide de partir parce que tout le monde s'est retourné contre lui, mais potentiellement, il aurait pu se battre, il aurait pu dire « rien à foutre, je reste, vous me sortirez quand vous arriverez à littéralement avoir des gardes qui me sortent de là, quoi ». Et donc, il aurait pu se battre, et finalement, à un moment donné, mais ce que je comprends, tu vois, parce que c'est difficile je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables dans une situation où leur cofondateur, leur investisseur, tous tes employés te détestent parce que t'es un gros pervers et que t'as rien à faire là, etc., etc. Je pense que c'est très difficile, mais c'est pas impossible, tu vois. Pour moi, c'est vraiment la stratégie Trump ou la stratégie Andrew Tate, où en fait, pendant un moment, tout le monde parlait de la cancel culture, et là, la pression est énorme. Mais en fait, tu réalises que la cancel culture, ils ont que 2 leviers sur toi. Soit ils font pression sur ton boss pour te virer, mais si t'as pas de boss pour te virer, en fait, ils font juste pression sur toi pour que tu t'écroules psychologiquement. Et ça arrive à beaucoup de youtubeurs. Les youtubeurs, tu vois, qui sont cancelled, personne les cancel. À part de très rares chez eux et leur retirer l'ordi, ouais. C'est juste. À part de très rares cas où leur chaîne a été supprimée, mais c'est vraiment très très rare, genre Andrew Tate, mais c'est rarissime. En fait, Norman, on en avait parlé, tu vois. Norman, sa monétisation avait été retirée, mais sa chaîne n'avait pas été supprimée. Donc en fait, ils sont uniques. Psychologiquement, ils craquent.
Et là, lui, c'est un peu ça dans une situation plus petite. Mais du coup, effectivement, la boîte a failli après son départ, mais lui, il savait que ça allait dans cette mauvaise direction. Et il est parti en sachant que les gens qui étaient là n'étaient pas capables de reprendre. Donc, la conclusion. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à cette histoire ? Parce que pour moi, j'ai toujours eu cette peur de me dire, en fait, qu'est-ce qui se passe si tu crées un truc et après tu t'en rends pas compte, mais tu foires en fait tout et tu échoues. Et c'est un peu une peur fondamentale que j'ai, et c'était assez marquant d'avoir sur une personne que j'admirais quand j'ai commencé et que ça lui est arrivé exactement de cette manière. Le deuxième leçon, moi, que je retire, c'est la capacité à pas se voiler la face. Ça, je pense que c'est vraiment compliqué à équilibrer parce qu'en un sens, tu as besoin d'avoir un optimisme un peu délirant où tu penses toujours que les choses vont marcher. Et d'un autre côté, si tu n'es pas capable de voir les dangers, tu te retrouves à signer un prêt avec recours, tu te trouves à mettre des personnes dans la boîte sans penser ce qui se passerait si ces personnes devaient effectivement gérer la boîte. Voilà. Donc je pense qu'il y a ces deux éléments, les deux leçons à en tirer. La capacité à ne pas se voiler la face et le fait qu'effectivement tu peux effectivement échouer. Même si tu pensais que tout était sécurisé, que tu as du succès, etc., là, le monde peut tourner. Est-ce que tu as des leçons que tu en tires ? Ouais, dis-moi. Ouais, j'en ai plusieurs. Un, c'est que c'est comme il y a un article qui est très violent, et je vais te donner une citation en essayant de les traduire en français avec le 37. Un, c'est Simon Moi, il y a quelques années, vous me voyez marcher dans cette rue, il aurait honte. En fait, il se voit de façon négative. Ce qui est un truc assez violent parce que je pense que tous les deux, on a toujours l'impression qu'en gros, up to the right, quoi. En gros, la vie s'améliore au fur et à mesure. Et là, se dire qu'en fait, non, sa vie, lui, il considère qu'il est largement pire qu'il y a 10 ans. C'est assez violent, toi. C'est un retour en arrière. Encore une fois, assez violent. Il écrit ce que je sais, c'est que mes enfants m'admiraient. Ils trouvaient ça cool que les pères de leurs amis adorent les Black Ops, donc la bière. L'entraîneur de foot adorait les Black Ops. Tout le monde savait que j'étais le gars des Black Ops. Et donc, s'il y avait un côté cool, en fait, c'était un pied de la communauté. Et il a l'impression que ses enfants étaient fiers de lui. Et la phrase d'après dit je pense qu'à l'âge qu'ont mes enfants maintenant, c'est ce Dan d'aujourd'hui, donc là actuellement la situation elle est, dont ils se souviendront un putain de loser, toi. Donc il y a un côté très violent où maintenant il se perçoit de façon extrêmement négative. Et ouais, je trouve ça assez fou. Et je pense qu'il va finir par rebondir, mais j'ai l'impression qu'il galère un peu quand même par rapport à ça, parce que ça fait déjà 2 ans plus ou moins qu'il est parti, et tu sens qu'il est encore gros sur la patate, quoi. Mais il vient de sortir un livre où il raconte cette histoire, il refait des podcasts et tout. Un livre dont personne n'est vraiment intéressé, toi. Il y a 5 personnes. Nous, c'est fun pour parce qu'on le connaissait d'avant, mais en réalité, personne ne va lire son livre en tant que tel. Dans la capacité à pas se voir à la face, il y a plusieurs trucs intéressants. Jazz, il parle toujours de ce business comme si c'était un business incroyable. Mais pour moi, il a jamais eu un bon business. Et il a peut-être eu de l'engouement au début ou autre, mais au final, il a eu maximum 8 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 80 employés australiens, toi. 80 employés australiens, c'est facile du 80 000 euros par employé, tu vois. Donc rien que ça faisait qu'il était pas rentable de très loin. Il avait des dettes, et c'était beaucoup dilué niveau equity, donc je crois que sur la fin, il était à 20%. Et globalement, dans ces articles, il parle toujours de l'idée du fait que c'était Most Loved Beer Brand Australia, quoi. La marque de bière la plus appréciée en Australie, ce qui veut rien dire, toi. La réalité, c'est que son business n'a jamais fait le moindre euro de profit, et qu'en fait, je pense qu'il passait un truc assez chiant, double curve, qui répondait à un besoin clair de business, à un truc cool, tu vois. Tout le monde, je pense qu'il y avait beaucoup de mecs qui sont passionnés de bière, qui se disent j'aimerais bien ouvrir ma propre brewery, ma propre brasserie, mais c'est un milieu très concurrentiel. Et comme tu dis aussi qu'il y a des investissements énormes, enfin c'est compliqué. Je dirais aussi qu'il est coupable un peu, comme tu l'as dit, un peu d'une sorte de malhonnêteté globale. Encore une fois, vraiment, quand je dis que son seul crime c'est d'avoir trop d'amour, littéralement il dit j'étais coupable de tomber amoureux 3 fois au boulot en 6 ans, quoi. Donc il est juste coupable de tomber amoureux, et c'est tout. Et après, encore une fois, il mentionne 3, puis après, la phrase d'après, et juste une petite fling qui s'est terminée rapidement, toi. Donc ça me bute un peu cet aspect où effectivement, il semble pas comprendre que ça peut poser problème. Et aussi le côté, comme tu dis, un peu le Pikachu surprise par la garantie personnelle, tu vois. Genre, comment ils peuvent me faire ça alors que j'ai signé un papier qui dit que j'étais responsable personnellement de la dette. Mais moi, l'aspect vraiment le plus intéressant pour moi, c'est la notion de perte de contrôle, où en fait, tu sens qu'il perd contrôle à tout le niveau, tu vois. Déjà, il devient un minority shareholder, donc il a plus vraiment contrôle du business. Donc certes, à la fin, il aurait pu se battre ou autre, mais encore une fois, c'était un peu un deadlock, donc il pouvait pas vraiment lui taper du poing et changer ce qui se faisait. Il s'est mis avec le pire cofondateur possible, encore une fois, c'est lui qui le décrit dans cet article.
mais le mec le semble quand même assez lâche. Parce qu'il ne le vire pas lui-même, il passe par un autre mec. Au moment où la boîte est en difficulté financière et tout va mal, ils vont s'amuser à payer un consultant pour terminer si ça résolution problématique ou pas, plutôt que prendre une décision. Pour moi, à ce niveau-là, t'es dead, tu vois. Quand tu dis la boîte est en difficulté financière, on va engager un consultant externe pour faire une enquête sur les relations personnelles du mec. La réalité, c'est qu'un gars qui a des relations personnelles cheloues peut très bien faire fonctionner une boîte pendant un certain temps et la redresser, tu vois. Ça impacte pas forcément sa capacité à pouvoir gérer. Et c'est comme une forme d'humiliation incroyable, tu vois. Il y a quand même un truc mignon où après tu peux pas être resté patron après ça, quoi. Et après, il semble dire que assez tôt, il a dit bon, les gars, ça fonctionne pas, on va droit dans le mur. Et son cofondateur et l'autre refusent de faire quoi que ce soit, donc refusent de virer des gens, refusent de réduire les coûts. Et ça, c'est un truc qui me fascine parce que c'est pareil pour les agrégateurs où il semblerait que c'était prévisible, toi. Mais en fait, je sais pas pourquoi il y a une sorte d'inertie qui se crée et un momentum et puis il y a plus rien, quoi. T'arrives pas à le voir. Moi, c'est un truc que je peux voir, tu vois. T'es sur un projet, au départ, t'y croyais pas mal. Et finalement, en fait, le projet, il marche plus trop. Mais il continue sur sa lancée pendant un certain temps parce que personne n'est là pour dire attendez, les mecs, ce truc-là, il va pas marcher, il faut qu'on en parle, quoi. Et en fait, tout le monde le sait, quand il marche, il perd beaucoup de thunes, il y a quand même un écart, je trouve, toi. Mais après, encore une fois, c'est aussi une habitude. Hein. Si dès le début de ta boîte, tu te dis c'est la croissance qui va te sauver, toi, tu peux toujours tabler là-dessus et qu'en fait, les pertes, c'est l'investissement. Donc, effectivement, je pense qu'ils ont un mode aussi de pensée qui est différent du bootstrap. Je suis curieux, parce que moi, je pense que tu es une personne qui arrive assez bien à voir la réalité. C'était jamais arrivé de te rendre compte, de dire, en fait, là, il y a un problème, et ce problème, techniquement, il était visible depuis des mois, et je l'ai jamais vraiment regardé en face. Si 100%, mais jamais sur un truc où vraiment on perdait de la thune tous les mois. Toi. Moi, c'est plus ce facteur où putain, on est en train de perdre de la thune. Mais encore une fois, si tu es habitué à ça depuis 4-5 ans dans ton business, tu peux te dire que ça fait partie de la croissance, tu peux le normaliser. Donc je pense que ça dépend où est ton seuil en fait. Moi, effectivement, c'est quand j'ai commencé à voir en 2022, on a quelques mois, on était en négatif. Là, j'étais, c'est quoi ce bordel, quoi. C'était un peu le moment de wake up, quoi. Donc moi, c'est un peu ça. Mon critère, c'est est-ce qu'on est en négatif ou pas, quoi. Bon, forcément, notre perte de contrôle, c'est la dette et la garantie personnelle. Et après, encore une fois, le fait de se faire traîner à droite à gauche, tu sembles effectivement qu'il devient un peu une sorte de pantin un peu réfractaire. Mais je pense qu'il doit se sentir coincé et un peu ce côté vouloir faire à tout prix amende honorable et toi se réintégrer. Et un peu, toi, si je m'aplatis suffisamment, ça va passer. Et c'est pas passé. Je pense un autre truc aussi, c'est que il faut accepter dans la vie parfois d'avoir bénéficié d'une loterie. Et je pense que W. Curve, je suis sûr qu'il a été très bon, il a fait quelque chose de très bien, mais peut-être qu'il est arrivé aussi au bon moment, au bon endroit. Moi, j'ai un peu le même phénomène sur Amazon FBA en 2015. À ce moment-là, je suis arrivé au bon moment, au bon endroit. Je peux être honnête par rapport au fait que le niveau de difficulté était pas énorme. Et donc, effectivement, quand tu passes d'un truc où tu arrives au bon moment à un business extrêmement difficile, ce qui est, je pense, le cas de créer une brasserie qui part de rien, et que tu n'es pas conscient de ça, tu vas prendre potentiellement droit dans le mur. Et aussi un autre truc que je trouve intéressant, parce qu'encore une fois, vu que ça fait 2 ans, là il vient de sortir un livre, enfin tu sens que le mec ça le ronge un peu. Je pense que la capacité à juste prendre les signes du destin et juste à enchaîner, elle est assez sous-cotée. Il y a BMS qui est beaucoup là-dedans, qui est un peu dans l'idée de il est où le cadeau, donc quelle que soit la situation, où est le cadeau. Et j'ai aussi un exemple qui est vraiment marqué, c'est de parler à 2 vendeurs Amazon qui avaient un business Amazon, ils travaillaient ensemble, ils étaient cofondateurs. Et ils créent un énorme business, je crois qu'ils faisaient 50 millions par an, très gros truc, en 6 ans. Et du jour au lendemain, boum, Amazon est banni, tu vois. Suspendu, ils bloquent tout l'inventaire. Et en fait, vu qu'ils doivent retirer l'inventaire ou le supprimer, ils se retrouvent finalement, après 6 ans, à être à break-even. Donc pendant 6 ans, ils ont travaillé des milliers d'heures, tout ça pour rien, tu vois. Et quand je les avais vus quelques mois après, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu down ou un peu dépressifs ou quoi que ce soit. Et en fait, ils avaient déjà lancé leur SaaS. La semaine d'après, où ils avaient appris ça, que c'était fini, ils avaient lancé un SaaS qui a ensuite très bien fonctionné. Donc je trouve ça toujours assez impressionnant, les gens qui ont capacité à accepter ok, j'ai merdé, c'est semaine passée, j'ai perdu et j'enchaîne. Après, encore une fois, lui, le fait que potentiellement à tout le monde puisse venir lui prendre sa maison, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point ça peut être assez violent aussi comme sentiment. Et je pense qu'il y a une grande différence de à quel point est-ce que ton identité est liée avec ton business, tu vois. Aussi. Des mecs qui sont vendeurs Amazon, etc., c'est pas leur tête, c'est pas leur storytelling. Tu vois, pour lui, c'est sa tête, son storytelling, c'est vachement dur. C'est un truc auquel j'ai réfléchi récemment. J'ai sorti une vidéo sur la chaîne Schoolmaker qui était est-ce que le nom de ta chaîne YouTube, ça devrait être ton nom personnel ou le nom de ton business? Et je pense que dans la plupart des cas, le nom personnel, ça fonctionne mieux parce que voilà, c'est plus facile pour un YouTuber. Tu vois, tu suis Ali Abdaal, il n'a pas besoin de trouver un nom de marque de toute manière, même si tu appelles ça Marketing Mania, bon bah ça reste moi. Mais je pense que ça crée quand même une petite distance. Et que cette distance, elle est vraiment utile pour prendre des meilleures décisions, de savoir si un truc marche ou marche pas.
et de pouvoir Je pense rebondir que sur c'est autre chose. À quel point par tu le son prends frère. personnellement? Il était quand même connu ils étaient connus comme toute la communauté FBA, Amazon. Tu vois, ils allaient aux conférences, ils étaient connus comme ceux qui explosaient. Donc, il y a quand même... C'est pas une perte peut-être aussi forte. Effectivement, peut-être dans leur entourage proche, toi, je sais pas, quand ils vont chercher leur café au Starbucks, personne sait que c'est eux, c'est leur marque. Mais je pense que ça peut quand même avoir un impact. Mais Ouais, effectivement, clairement. lui, le fait que son ressenti, c'est qu'en gros, avant, ses enfants le voyaient comme un gagnant et maintenant comme un perdant, c'est un truc qui est très violent et qui est un peu, je pense, qui est un peu sur. Enfin, il est pas dans l'état mental totalement objectif. Et moi, la grosse conclusion, c'est parce que comme toi, un peu quand tu lis ça, t'as un peu côté histoire d'horreur, tu vois. Euh, et au final, si tu devais C'est un, vraiment repartir de c'est un peu zéro, l'équivalent du podcast True Crime que ta c'est copine ça pour écoute nous. pour les C'est entrepreneurs. exactement ça. C'est ça. Ça pourrait t'arriver aussi. Mais C'est faut que serial j'écoute killer. faut que j'écoute pour pouvoir me protéger si jamais un serial killer rentre dans la maison. Tu vois. Ok. C'est ça. Si jamais il y a une banque, une Si garantie jamais une personnelle banque qui arrive dans ta me maison. piège. Mais ce que moi je trouve fascinant, c'est qu'en fait, pour réussir ce business, je sais pas ce qu'il aurait dû faire, mais pour vraiment des milliers de choses différentes, toi. C'est un truc, pour que ce business soit un succès, il y aurait plein de choses qu'il aurait dû faire. Et la première chose, quand même, c'est éviter de se mettre en couple avec 20% de staff féminin. On a déjà assisté dessus suffisamment. Mais en gros, c'est pas évident. Par contre, pour éviter la ruine personnelle, au final, il y a deux choses à faire. Un, ne pas lui mettre toute sa thune, c'est ce qu'ils semblent avoir fait, à part sa maison, du coup. Et deux, ne pas signer une garantie personnelle. En gros, s'il n'avait pas fait ces deux trucs-là, il serait sorti, je pense, très dégoûté, hein, parce qu'il aurait passé des années sur un truc qui n'aurait pas rapporté d'argent. Mais au moins, il aurait eu encore sa même qualité de vie et ça n'aurait pas changé, quoi. Et donc, en fait, il suffit de faire que ces deux choses-là, ça simplifie quand même pas mal le truc. Et peu importe le niveau d'optimisme que tu ressens à un moment, je pense que se tenir à ces deux règles-là, c'est quand même très important. Et la troisième truc aussi, qui je pense qu'il y a un truc intéressant, parce que euh, forcément, éviter de signer une garantie personnelle, ça fonctionne. Mais aussi, on peut quand même aller te chercher, parce que, je sais pas, par rapport à un procès, par exemple. Donc, dans ce cas-là, avoir un trust, ça peut être aussi assez efficace comme sécurité par-dessus ça, en termes de protéger un peu ton patrimoine personnel. Mais du coup, lui, il a fait aucun de ça et il en paye un peu le prix. Faisons quelques conseils de management qu'on ne trouvera pas sur LinkedIn. Je pense qu'on n'aura pas le temps pour tous tes conseils, mais on peut commencer. C'est ça. Et en fait, c'est parce que du coup, je passe plus de temps sur LinkedIn maintenant parce que justement, je fais pas mal de prospection et autres. On a parlé dans Ouais, non, je lis tes épisode précédent. posts, c'est très bien hein, quand tu Et, nous expliques comment mieux vendre sur Amazon. et, Pour de vrai, j'ai commencé moi à faire des posts sur LinkedIn pour de vrai, mais on en parlera une autre fois. ok. Ouais. Et ce qui me marque avec le feed LinkedIn, c'est un peu le côté virtue signaling au bout du bout, toi. Et en fait, la Ouais. moitié des posts, j'ai l'impression que c'est une version de. Est-ce que vous aussi, vous pensez que traiter vos employés comme des êtres humains, c'est une bonne chose? Est-ce que être gentil, c'est mieux qu'être méchant? Être Et ça méchant, marche c'est sur pas les gentil. commentaires. Les gens disent ouais, Les gens très sont là, bien. ouais, t'as raison, putain, Une position courageuse. C'est ça. Ce qui me bute chaque fois. Donc je vais L'autre jour, essayer d'aller un peu attends, faut que contre ça. un jour, je suis tombé sur un post LinkedIn d'une personne qui fait oh, cet influenceur américain qui, du coup, est un influenceur LinkedIn professionnel qui vend des formations sur LinkedIn, dit passer 22 heures par semaine sur LinkedIn. Et en plus, il nous vend sa formation sur comment il le fait, parce que sinon, il y passerait 30 heures de plus. Et dans les commentaires, les gens sont mais c'est n'importe quoi, ces Américains, 22 heures sur LinkedIn, c'est plus un CDI qu'un truc. Donc, déjà, deux choses, mec. 22 heures, si ton CDI c'est 22 heures, on a une définition un peu différente. Et deuxièmement, le mec dont tu parles est un influenceur LinkedIn professionnel dont le job c'est de passer sa vie sur LinkedIn et de vendre des formations LinkedIn. Le mec il passe 22 heures sur son canal d'acquisition principal et ça te choque. Bref, en fait LinkedIn, tu vois, c'est comme Facebook. Moi si je lis le feed Facebook, ça me déprime sur l'humanité. Donc je plisse les yeux et je clique juste sur le bouton messagerie, mec. Et t'as aussi une extension qui s'appelle Newsfeed Eradicator sur Chrome qui est très bien. Ça marche pour LinkedIn, ça? Ouais, ça marche pour LinkedIn aussi. Ah, je vais l'installer. Je l'ai installé. Mais du coup, pour aller un peu à contre-courant de ça, quels sont en gros les conseils de management qui seraient pas forcément très populaires ou consensuels? Le premier, c'est, je pense qu'on s'insiste beaucoup de façon générale sur le fait qu'il faut laisser de l'autonomie aux gens, tu vois. Faut pas micromanager, c'est un truc qu'on dit tout le temps. Et je pense que la réalité, c'est que la plupart des gens sont largement plus en attente de direction que d'autonomie, en fait. Et qu'en réalité, je pense que voir laisser l'autonomie aux gens, il y a un peu une solution de facilité. Parce que c'est plus facile de dire, bah vas-y, débrouille-toi, fais ce que tu as à faire, je crois en toi, t'es super, toi. Et notamment, c'est un truc que j'ai fait sur les objectifs trimestriels pendant des années, où plutôt que moi les fixer à chaque personne, je disais à chaque direct report, bah trouve-toi des objectifs et après on en parlera, tu vois. La réalité, c'est qu'ils trouvaient leur truc, après je le lisais en 2 secondes et ça m'arrangeait bien, tu vois. J'étais là, bon, bah j'ai pas besoin de réfléchir à ça, c'est eux qui s'en occupent. Et on a eu des résultats beaucoup largement meilleurs et je pense que c'est un truc qui a eu de l'importance, c'est quand c'est moi qui donnais la direction globale et ok, telle personne, tel objectif,
Ça veut pas dire que la personne ne peut pas discuter des objectifs, elle peut me dire je pense que celui-là il est plus important, je pense que celui-là est faisable, pas faisable, mais que ce soit moi qui donne l'impulsion en fait. Et tu peux être aussi honnête, pareil, quand tu as un objectif, tu dis juste c'est peut-être pas les meilleurs, mais je pense que c'est important qu'on avance, qu'on décide là-dessus. Dis-moi si t'es pas d'accord, et puis t'avances comme ça, quoi. Plutôt que juste laisser les gens trouver les leurs. Et en réalité, cette idée de laisser beaucoup d'autonomie aux gens, elle fonctionne sur un pourcentage assez faible de gens. Et même quand tu regardes les gens, on dit ouais, c'est une rockstar ou je sais pas quoi, il se débrouille tout seul et autres. En réalité, il y a quand même généralement un cadre avec des directions, des standards, des encouragements. Tu vois, il y a quand même quelque chose qui est là en place. Et il faut aussi qu'en plus cette personne ait un moteur interne, tu vois. Et donc pour toutes ces raisons, je pense que notamment quand on débute en management, mieux vaut être un peu plus prescriptif que ce qui nous arrange. Parce qu'encore une fois, c'est un idéal, c'est que tu recrutes quelqu'un, tu lui donnes zéro direction, il fait tout ce qu'il doit faire et c'est impeccable. Mais c'est pas un truc qui arrive généralement. Un autre truc aussi, je pense, c'est que beaucoup des conseils de management sont destinés à des managers dans des grosses boîtes. Et du coup, tu perds quand même l'avantage d'être fondateur. Et de façon assez mécanique, quand tu es manager dans une grosse boîte, tu es obligé d'être consensuel. Parce que toute la progression dans la boîte et même le succès du projet que tu mènes, il est basé sur le fait que tes collègues et tes supérieurs ils adhèrent à ce que tu fais. Et ils adhèrent aussi à toi en tant que personne. L'avantage en tant que fondateur, c'est que tu as quand même une légitimité qui est censée être extrêmement élevée. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir ce qui se passe quand c'est plus le cas. Je sais pas si tu as suivi un peu l'histoire d'Intercom. Non. T'as un mec qui s'appelle Ewan McKenna, un nom irlandais ou écossais chelou. Mais en gros, il a monté Intercom qui a bien explosé. D'ailleurs, le dollar écossais est très bas. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Il n'y a pas de... C'est un page. Excuse-moi, continue. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il explique dans l'interview qu'au bout d'un moment, il a l'impression que plus personne n'écoutait, toi. En gros, il donnait des instructions à des gens de sa boîte et les gens juste l'ignoraient, toi. C'était genre, ok, ouais, on fait ça. Et personne ne faisait. Ce qui fait qu'il s'est barré de la boîte. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui rejoignent la boîte. Il a sorti avec trop d'employés, peut-être. Je crois, lui, ça peut être son problème, mais je pense le fait qu'il y a des gens qui rejoignent plus la boîte grossit, plus les gens rejoignent un stade plus tard de la boîte. Donc, ils n'ont pas connu le fondateur au début. Et donc, c'est un peu un gars, tu vois. Ils se rendent pas compte que c'est très rare de créer une boîte comme Intercop. Et donc, je pense qu'il y a moins le fait que. Putain, il faut tu débarques chez Facebook, tu sais que Mark Zuckerberg, c'est un gars, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est encore un peu différent parce que justement, il y a plusieurs exemples, mais même lui, il pourrait à un moment perdre la confiance et les gens arrêtent de suivre. Et même lui, je pense qu'il peut beaucoup moins manœuvrer l'équipe, forcément par la taille, mais aussi parce que maintenant, on va pas juste être comment dire, aux ordres de marque dès qu'il dit un truc, quoi. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus aussi d'échelons différents. Mais bon, bref, il s'est retiré de la boîte pendant genre 2 ans. Il a mis quelqu'un à sa place. Ça a été une catastrophe. Ce qui fait qu'ensuite, il est revenu. De ce que j'ai compris, il a un peu fait le ménage. En fait, en gros, il a dit les gens qui m'écoutaient plus, ici, ils sont pas alignés avec ce qu'on fait avec la boîte, on va s'en séparer. Et maintenant, ça refonctionne bien. Ils sont je crois qu'ils sont assez bons maintenant sur l'IA, notamment. Et potentiellement, ça a bien explosé. Et tu as beaucoup d'exemples comme ça. Tu as Apple, forcément, qui est le plus connu. Avec Steve Jobs, qui en gros, à un moment, a un peu perdu son mojo et plus personne n'écoutait. Et on disait maintenant, ce qu'il faut mettre, c'est un vrai CEO qui va vraiment être compétent. Forcément, le CEO qui est arrivé, je crois, c'est l'ancien CEO de Coca-Cola. Il a fait de la merde pendant 8 ans, un truc comme ça. Steve Jobs est revenu et il a relancé Apple un peu de zéro. Et un autre cas aussi, je sais pas si tu as suivi, c'est le cas de Flexport, où c'est un gars qui l'a créé, il s'appelle Ryan Peterson, qui est assez actif sur Twitter. Et en gros, lui, il expliquait un peu la même chose, qu'il a l'impression qu'il n'arrivait plus à manœuvrer la boîte et qu'on l'écoutait plus trop. Et donc, il a dit, ouais, peut-être c'est le moment de mettre un mec qui a vraiment scale très haut à ma place. Et il a recruté un mec qui s'appelle Dave Clark, qui était l'ancien chef de la logistique chez Amazon, toi. Donc, il littéralement gérait des milliers d'entrepôts, un truc énorme. Et moi, quand il a annoncé ce gars-là, je me suis dit, putain, il a fait la recrue du siècle, ça va être incroyable. Et en fait, c'est une catastrophe totale. Parce qu'en réalité, si les gens n'écoutent pas le fondateur, il y a peu de chances qu'ils écoutent un mec comme ça qui arrive, qui débarque, quoi. Et donc, c'est un problème plus culturel de la boîte que vraiment un problème avec la personne en tant que telle. Et donc, 2 ans après, un peu similaire, il est revenu à la tête de Flexport et c'est lui qui dirige la boîte à nouveau. Mais c'est intéressant de voir qu'ils peuvent revenir en fait et faire un comeback et changer. Je pense qu'il y a un peu un côté où les gens les apprécient plus après, tu vois. Il y a un peu le côté. Toi, les gens, c'était normal. C'est Jobs qui fait vous pensiez que j'étais un connard, mais vous préférez avoir un connard qui vous fouette ou avoir un mec qui est incompétent et qui va faire faillite, quoi. Et faites-moi Steve Jobs, c'est un peu ce qui s'est passé. Et un autre point, et après on va s'arrêter là, on va garder les autres pour la prochaine fois, c'est que fondamentalement, l'attention, c'est l'attention. Et en réalité, je pense que le pire, c'est pas tellement de critiquer quelqu'un qui travaille avec toi, c'est juste de l'ignorer en fait. D'ignorer son travail, c'est le pire pour une personne.
Et donc, forcément, il faut féliciter, toi, ça fait pas du truc, mais je pense que critiquer les gens aussi, il attache une certaine valeur. Et donc, toute forme d'attention, qu'elle soit positive ou négative, ça envoie comme le signal à la personne, ok, je suis important, dans la boîte, je fais quelque chose qui a de la valeur. Mais et du ça coup, si rajoute tu dates tes employés, c'est quand même beaucoup d'attention. Ah là, c'est maximum. Là, c'est ce qu'il faisait, en fait. Il se disait, putain, c'est attachement émotionnel maximal. On va être très, très motivé. Et pour finir sur ce point, je pense que pendant longtemps aussi, j'ai essayé d'éviter de donner du feedback à chaud. Et donc, des fois, je créais trop de délais par rapport à ça, où j'allais te reporter un feedback un mois plus tard, en fait. Et je pense que c'était erreur. Je pense qu'il faut éviter de le faire à chaud. Donc, vraiment, si t'es en colère ou autre, forcément, faut pas se défouler sur une personne. Mais le lendemain, dire, ok, j'ai pas apprécié ça ou j'ai aimé ça. Enfin, juste donner le feedback le plus rapidement possible en étant émotionnellement stable. Je pense que c'est la meilleure pratique. Et voilà, ça, mes 3 points. On a encore 10 autres pour la prochaine fois. C'est super. À la semaine prochaine. Bye bye.